Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant consacré ce soir au 100e anniversaire de Jean Rouch. Jean Rouch était né en 1917 et nous sommes en 2017 quand on tourne cette émission et il est mort en 2004. Ça a été sans doute l'un des plus grands ethnologues du XXe siècle, mais en même temps un très grand cinéaste. On peut dire qu'arrivé en 1941 à Niamey comme ingénieur pour construire des routes, il a publié en 1943 un aperçu sur l'animisme Songhai et il a fait sa thèse avec Griaule au CNRS en 1953. Griaule est un formidable africaniste, un homme qui a permis au fond que se découvrent beaucoup de choses en Afrique et qui a très bien compris ce qu'était la vie africaine. L'œuvre cinématographique de Jean Rouch est essentielle, nous aurons l'occasion d'en parler. Initiation à la danse des possédés, les maîtres fous, la chasse au lion à l'arc et bien sûr, Moins noir sur les immigrants. Alors dans cette première partie, avec Marie-Christine Vénère qui est avec moi, nous allons recevoir Bernard Surugue et Amélie SCC. Bernard Surugue, vous êtes ingénieur diplômé, mais votre passion pour la musique vous a conduit à devenir ethnomusicologue à l'école de Jean Rouch, qui fut votre maître et votre ami. Vous avez réalisé de nombreux films documentaires, Marat, Le regard du lion en 86, Le rêve plus fort que la mort en 2003, et vous êtes aujourd'hui directeur de la Fondation Jean Rouch, qui a pour but principal la promotion de l'œuvre et de l'action de Jean Rouch. Et cette fondation contribue également à des actions de développement dans 2 pays africains chers à Jean Rouch, le Niger et le Mali. La fondation accompagne le Forum africain du film documentaire de Niamey. Elle soutient une manifestation qui avait été initiée par Jean Rouch, qui continue à se dérouler mensuellement à Paris et qui s'appelle les mercredis du film ethnographique. Alors Amélie SCC, merci d'être là. Vous êtes architecte camerounaise. Vous avez été formée à Paris. Vous êtes fière d'avoir été technicienne avant d'entamer des études d'architecture, puisqu'aujourd'hui vous êtes architecte. Vous avez remarqué à l'école d'architecture que pas une heure de cours n'évoquait l'architecture africaine. Et étudiante, vous avez voyagé au Ghana, puis vous avez passé votre diplôme sur l'architecture Cassena. Et on peut dire qu'après avoir travaillé au Burkina, vous êtes au Niger, où avec l'association Femmes Bâtisseuses, vous avez restauré la Maison Blanche de Jean Rouch, située au milieu du fleuve Niger, sur l'île d'Ayoru-Gungu. Et aujourd'hui, vous vous partagez entre l'Afrique et la France pour sensibiliser le public et organiser des ateliers de construction en terre, là où c'est la tradition. Ainsi, vous préparez par exemple l'association Cratère, liée à l'école d'architecture de Grenoble, un inventaire du bâti en terre du Burkina Faso, du Niger, au Mali et au Cameroun. Alors, je voudrais ajouter que vous êtes l'auteur d'un coffret Fleuve Niger, avec 4 livres jeunesse, dont l'un sur le génie des eaux, l'autre sur la restauration, et en même temps, au fond, tous les génies du fleuve. Et puis, je voudrais signaler l'existence d'un grand livre qui va nous permettre pendant toute l'émission d'avoir une référence bibliographique. C'est un livre qui a été fait à l'occasion de l'expo BNF Jean Rouch, qui est coordonné par Béatrice de Pastre et qui s'appelle Jean Rouch, l'homme cinéma. Découvrez les films de Jean Rouch. Vous connaissez ce livre, Bernard Surugue. Et vous avez édité ce livre, dont je voudrais dire un mot. Alors, le noir et le blanc seront amis. Franchement, c'est bien de voir ça, carnet de mission 46-51, parce que ça évoque la mission Niger. Vous l'avez édité. Mais alors, le noir et le blanc seront amis. Bernard Surugue, c'est un vœu pieux, non? Non. Non, c'est une réalité qui est en train de se faire. Ah bon? Bah oui, je pense. Oui. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, on se dit que c'est un peu difficile. Mais pour moi, le génie humain, il n'est pas coloré, il est universel. Et on le trouve partout. Et là où on s'y attend le moins, vous citiez le monde qu'a mis en évidence Jean Rouch de l'Empire sans rail est quelque chose qui est une évidence, qui montre ce qu'est le génie humain. Ce qu'il a fait en prenant la succession de Marcel Griaule, qui est mort un peu trop tôt, Rouch a abordé un second terrain, celui des Dogons, qui incarne aussi
le génie humain est vraiment là, à tout point de vue. Enfin, c'est un système de pensée d'une complexité extrême et d'une profondeur et de leçons qui sont extrêmement utiles pour l'humanité. On est vraiment là dans le patrimoine, dans le berceau du patrimoine de l'humanité, incontestablement. Donc je pense que, moi j'y crois en tout cas. Hein. Que le noir et le blanc seront amis. Oh bah oui. Bon, bah tant mieux. Alors, je voudrais rebondir sur la question d'Antoine, parce que moi, contrairement à vous, Antoine, je crois en ça. Et je voudrais vous interroger, l'un ou l'autre, sur la place que Rouch a pu tenir dans la réconciliation et en particulier le dépassement du drame de la colonisation blanche. C'est-à-dire, il est venu en tant que blanc et il a fait parler la population et peut-être a-t-il joué aussi un rôle dans cette réconciliation, en tout cas dans le fait de donner une autre image de l'homme blanc. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ou pas du tout? Oui, mais faut regarder plus en profondeur comment ça s'est passé. Enfin, Rouch n'a pas débarqué là tout à fait par hasard. Il a débarqué là après la première défaite de la guerre, sachant que c'est un ingénieur des ponts et chaussées interrompu par la guerre. Et la première chose qu'on a demandé aux ingénieurs des ponts et chaussées, c'est de faire sauter des ponts. Donc c'est déjà un acte douloureux. Et puis il y avait autour beaucoup de morts. Enfin bref, c'était quelque chose de très traumatisant pour des jeunes gens de 22, 23, 24 ans. Et c'est à la suite de ça qu'il a découvert l'Afrique, parce que dégoûté de ce qui se passait en France, il est parti avec deux amis, Jean Sauvy et Pierre Ponty, également des ingénieurs des ponts et chaussées, pour s'embarquer sur un bateau qui s'appelait la Providence à Marseille. Et l'idée, c'était de construire un chemin de fer en Afrique. Ils avaient vu qu'il fallait faire un chemin de fer transsaharien pour l'Afrique, et ils se sont dit, ben, nous on est des ingénieurs, on va travailler là-dessus. Et c'est comme ça que Rouch a débarqué en Afrique avec ses deux copains, et immédiatement ils ont été déçus, et Rouch a été envoyé au Niger. Il a fait effectivement des routes et des ponts, et c'est en travaillant de cette façon-là, avec des milliers d'ouvriers, qui s'est trouvé confronté à la magie, son rail. Parce qu'un accident est survenu, enfin l'histoire est très connue, on peut la dire très, très rapidement, mais sur un chantier, la foudre est tombée, il y a eu des morts, et Rouch s'est précipité pour essayer de soigner ces pauvres malheureux-là, et son assistant qui allait devenir son ami jusqu'à la fin de ses jours, à savoir Damouré Zika, lui a dit on ne touche pas un foudroyé. Non, il lui a dit exactement, c'est l'affaire de ma grand-mère, oui. Celle-ci purifie le corps des foudroyés en les frottant avec du lait, organise un rite de possession et interroge le dieu tonnerre pour connaître la cause des décès. Et Dang, le dieu tonnerre, répond que c'est parce qu'on a construit une soute sur un terrain qui lui appartient sans lui demander l'autorisation. Il faut sacrifier la route. Je suis à la fois terrifié et fasciné, et je pense, voilà quelque chose qui ne peut pas s'écrire, mais doit être filmé. Voilà. Et c'est comme ça que Rouch est passé, en fait, du statut de constructeur de pont à un statut de cinéaste. Eh bien, une espèce de médiateur, justement, entre le noir et le blanc. Et il disait volontiers, c'est pas forcément moi qui ai choisi mes amis africains, ce sont peut-être mes amis africains qui m'ont choisi. Parce qu'ils ont découvert là quelqu'un, à travers tous les épisodes compliqués qui se sont passés, enfin les querelles avec l'administration coloniale, etc. Enfin, je résume. Rouch est devenu quelqu'un qui a été très apprécié par la population nigérienne et très admis. Et c'est à partir de là qu'il a inventé, en fait, c'est vraiment la rencontre du cinéma et de l'approche ethnographique. Il n'était pas spécialement ethnographe à ce moment-là, mais c'est là qu'il a compris que le rapprochement du cinéma et de l'attention à l'autre permettait justement de découvrir et de comprendre et d'interpréter des phénomènes très compliqués. Quand on filme un rituel, eh bien, on peut le regarder après autant de fois que l'on veut. Quand on est simple observateur avec ses yeux et ses oreilles et qu'on n'a rien sauf qu'on peut prendre des notes, on ne voit pas tout.
Et c'est ça, cette rencontre fulgurante de l'ethnographie d'un côté, du cinéma de l'autre. Et c'est ça qui a donné naissance à une spéciale ethnographie et à un cinéma spécial aussi qui a été à l'origine de... Jean Marsurug, alors vous n'avez pas dit qu'une semaine plus tard, il y a eu un nouvel accident, c'est-à-dire un pêcheur a été tué pendant la tornade. Jean Rouch a mené sa première enquête ethnographique là. Il n'avait pas fait d'ethnographie, mais il a mené une enquête ethnographique. Il prend des photos, il envoie le tout au Musée de l'Homme, à Paris, et il est plongé à ce moment-là dans ce qu'il appelle le merveilleux africain de la poésie pure, lancé dans cette aventure humaine cinématographique, ethnologique, qui ne s'interrompra que sur une route du Niger, quand il y aura ce fameux accident en 2004. Alors moi, ce que je voudrais vous demander, c'est comment au Niger, et en Afrique, on ressent la chose. J'aimerais que Amélie SCC, vous me disiez, au fond, si Rouch est conçu comme celui qui est le pont entre les Blancs et les Noirs. Alors, est-ce que je vais dire qu'il est le pont entre le noir et le blanc? Je pense que, comme disait Bernard, c'est qu'il n'a pas de couleur. Parce que moi, j'identifie les sites à classer patrimoine mondial au Niger. Je suis en mission UNESCO. Et je découvre ces îles magnifiques qui sont peintes par les femmes. Je reviens après en montant un projet pour pouvoir justement travailler sur cette technique extraordinaire des femmes et des hommes. Et j'arrive sur place et on me dit, voilà, la population a choisi de restaurer la Maison de Rouge. Et je dis, ah non, c'est pas possible, c'est un monument historique, moi je peux pas restaurer sa maison, c'est invraisemblable, c'est au-dessus de moi. On me dit, non, la population a choisi de restaurer la Maison de Rouge, parce que c'est leur frère, et qu'ils doivent lui rendre hommage, et donc ils ont choisi cette maison qui a été proposée, qu'il habitait, et que c'était le chef du village qui le lui avait transmis, parce que, voilà, c'est lui qui a fait découvrir les îles d'Ayourou jusqu'au Mali. Et là, je me dis, voilà, un homme qui n'a pas de couleur, finalement, où la couleur n'existe pas, où ce sont ses frères du fleuve, habitants du fleuve, qui décident, voilà, de revivre sa mémoire en racontant toute l'histoire vécue avec eux sur une architecture peinte extraordinaire, quoi. Et là, on se retrouve avec, je sais pas, 200 personnes. Alors qu'au départ, c'était un petit projet de restauration, de chantier-école, avec les populations, les techniques de construction, les échanges, les rires, la musique, etc. Et me voilà avec ma petite caméra en prenant un ami technicien d'image, Abba Kiari, qui prend les images avec moi. Et on prend des images, et alors on voit un tableau de belles choses, la réconciliation des peuples, alors qu'on ne sait pas. On restaure juste une maison, mais en fait, on règle un problème, des problèmes sociaux, les rencontres, et ça, c'est Rouge, quoi. Et donc, on a vécu un moment extraordinaire pendant 8 jours, et arrive la magie du fleuve Niger, qui est la rencontre avec un hippopotame. Et là, je me dis, les génies de l'eau ont parlé. Et effectivement, on bute un hippopotame après la fête, puisqu'on avait fini de restaurer la maison. Et on se retrouve à minuit, on demande au piroguier, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas un hippopotame? Non, il n'y aura pas d'hippopotame. Et là, en traversant l'île d'Ayourou pour aller sur la rive, et on monte sur un enfant d'hippopotame en plus. Et là, on se dit, voilà, Rouch était là, quoi. Il a parlé. Et ça devient une aventure extraordinaire. Et on continue et on retrouve la même chose en traversant le fleuve Niger. On était 17 sur une pirogue. Et 17 hippopotames nous font le bug. Et puis on se dit, c'est vrai, il est là. Et puis tous les génies de l'eau sont contents, et lui-même aussi, d'où les 4 livres qui rendent hommage à toute cette aventure. Et donc, comme quoi, c'est pas moi qui ai choisi. Les personnes, ses amis, ses frères et sœurs, ont décidé de lui rendre hommage sur cette maison qui l'ont baptisée d'ailleurs la Maison Blanche et qui aujourd'hui revit parce qu'elle est une classe
d'école. Et donc l'aventure continue. Et tous les 2 ans, donc ils le refont, ils refont cette maison. Ils racontent toujours les histoires de Rouge, mais avec leur imaginaire, etc. Marie-Christine? Oui. Comme vous parlez d'hommage, Amélie, je voulais vous interroger l'un ou l'autre. D'ailleurs, il me semble qu'il y a quand même une disproportion entre les hommages qui sont rendus à Rouge en France Oui. pendant cette année 2017 Oui. et ce qui s'est passé en Afrique. Oui. Il y a eu quelque chose, mais finalement assez peu. Restaurer une maison, c'est très bien, mais on a l'impression que, pour nous, il a fait beaucoup de choses pour l'Afrique, mais pour les Africains, les Nigériens, peut-être le temps africain n'est pas le temps européen, je ne sais pas, mais vous n'avez pas cette perception? Parce qu'on a donné la parole aux personnes, justement. Parce que tout se passe là-bas. Bon, moi, il y a un hommage à Rouge au Niger. Je ne sais pas. Oui. J'ai l'impression que ça se passe effectivement sans cette population, oui. Sans avoir permis, parce qu'il y a Moussa Amidou qui vit encore, qui est le preneur d'images de son de Jean Rouge, qui est toujours vivant, oui. et personne ne l'a invité, par exemple. Non, mais voilà, c'est ce que je disais. Moi, j'ai des témoignages énormes, on a pris beaucoup d'images, il y a même, comment on appelle, on a été allé voir son manguier. Il a un manguier qui a été posé quelque part, là où on ne parle pas de Cocorico Monsieur Poulet, par exemple, qui est l'un des films aussi extraordinaires. On parle, c'est vrai, les rites, mais les rites, c'est perçu, je ne sais pas comment c'est perçu. Enfin, moi, en tant qu'Africaine, les rites se passent à un moment précis et il ne faut pas les montrer n'importe comment. Il y a une vie qu'on voit tous les jours et il y a une vie sacrée qu'on ne peut pas percevoir. Donc quand on montre, c'est vrai, ces films sont très beaux, mais c'est dans un contexte bien précis. Moi, je trouve un peu dommage aujourd'hui, en tout cas, il y aura beaucoup de... Enfin, à mon avis, il y a quelques frustrations par rapport à ça. Parce que, voilà, c'est dans des contextes complètement différents. Aussi bien pendant qu'il est en train de filmer, il faut préserver cela. C'est vrai qu'il faut garder la mémoire, mais ça ne peut pas se montrer n'importe comment. Bernard Surrugue, pourtant vous m'avez souvent parlé des conditions dans lesquelles, avec Jean Rouch, vous avez été projeté un certain nombre de films en Afrique noire, et au Niger particulièrement, et la réaction passionnée de la population. Donc elle voit les films que Jean Rouch a tournés au Niger, et elle est passionnée. Et là, ce que dit Marie-Christine, c'est que ça s'est un petit peu distendu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est vrai, oui. C'est vrai, d'autant que l'école Rouge, c'était de pratiquer le feedback. Enfin, voilà, le feedback dans la population. C'est pas très français comme terme, oui. Mais ce que nous enseignait Rouge, et puis ce qu'on a fait tous par la suite, si on tourne quelque chose quelque part, on demande d'abord la validation des gens avec qui on a travaillé, les gens qu'on a filmés, pour savoir est-ce que vous êtes d'accord sur ce qu'on raconte sur vous, etc. C'est oui ou c'est non. Et puis si c'est non, c'est améliorable, etc. Mais ça, c'est un geste essentiel. Enfin, je veux dire, éthiquement, on n'a pas le droit de prendre le raccourci sans faire ce geste. Ça ne se fait plus tellement. Et c'est vrai que quand ça s'est fait, à ce moment-là, oui, là on a une adhésion populaire et ça devient une appropriation. Dès l'enseigne, quand vous parliez de Moi un Noir, ça a été fait, c'est l'acteur qui s'est incarné dans la réalisation par la suite. Donc c'est une adhésion qui va très loin. Puisque au fond, l'acteur de Moi un Noir est devenu cinéaste. Est devenu un grand réalisateur, oui, tout à fait, oui. Qui compte énormément. Et c'est cette manière de faire confiance à l'autre que Rouch en avait le secret d'identifier. Il ne cherchait pas, il aimait beaucoup trouver des gens à la marge et il leur faisait confiance a priori. Et puis, il a rarement été déçu. À chaque fois, en appliquant cette culture du désir, de l'appropriation, de la participation,
eh bien, il arrivait à faire émerger une adhésion populaire. Marcel, j'aimerais vous entendre sur cette descente du Niger. La première et les suivantes, où il y avait quand même beaucoup d'obstacles, c'était très dangereux, il y a eu beaucoup de problèmes, leur pirogue a chaviré. En plus, ils s'étaient donné un nom qui prenait les 3 prénoms des 3 ingénieurs. Bon, ils avaient un seul nom, Jean-Pierre Jean. Bon, mais en fait, c'était les 3 ingénieurs. Donc, ils ont chaviré, ils ont rencontré les hippopotames, ils ont rencontré les rites. Et puis, Rouch avait un instinct qui faisait qu'avec une caméra à l'épaule, hein, il s'est dit... il faut filmer ça, ça et ça. Et en fait, il voulait filmer en longueur, avec une toute petite caméra, le rite de l'hippopotame, ce qui se passe avec le tonnerre, ce qui se passe avec tel ou tel événement climatique. Et chaque fois, il y a chez Rouch, je dirais, la sensation que, aussi chez les anciens, il y a des choses à connaître. Ah ben c'est complètement ça, oui. Mais ils étaient 3 quand même, il ne faut pas égratigner trop la vérité historique. Ils étaient vraiment 3 pour faire cette descente du fleuve qui fait 4200 km. Donc ils l'ont fait à une date symbolique, hein, 20 juillet 1946. En ce qui me concerne, j'avais 3 mois, donc j'ai rien à voir là-dedans. Mais ils l'ont fait 150 ans après Mungo Park, vraiment le jour anniversaire du 20 juillet 1796, si je ne me trompe pas dans mes calculs. Ce qui est quand même un grand symbole, parce que lui, il s'est fracassé, enfin en tout cas il a été perdu, il est mort dans les rapides de Boussa, on ne sait pas s'il a été massacré, s'il a été malade, en tout cas il n'a pas survécu. Et les premiers à réussir cette grande descente du fleuve, c'était Sauvy, Ponty et Rouch. Alors c'est vrai que ça a été certainement, on peut l'interpréter comme un parcours initiatique, au sens où ils se sont trouvés là après la guerre. C'était la décision qu'ils avaient prise ensemble, parce que c'est des gens qui ont ferraillé pendant la guerre, ce n'est pas des gens qui dormaient dans leur coin. Ils étaient vraiment en première ligne, tous les 3. Ponty, Sauvy et Rouch ont eu une action dont ils ne parlent jamais dans la guerre. Très, très courageuse, très méritante, avec des tas de décorations, etc. Enfin bon, ils ne les ont jamais portées. Mais après, ils se sont dit, bon ben ça va, on a assez donné, maintenant on va faire quelque chose qu'on a envie de faire, on va faire cette fameuse descente du fleuve. Et c'est ça qu'ils ont fait, qui a été pour chacun des 3 un parcours initiatique. Ils se sont prouvés quelque chose de formidable. Ils ont eu des prix, enfin des tas de choses pour ça. Et effectivement, ils sont incarnés tous les 3 en un. Jean-Pierre Jean. Ils ont signé, justement, c'est ce qui est dans ce bouquin, des carnets de route, pour essayer de transmettre les connaissanses, essayer de comprendre comment l'autre se comporte dans des environnements qu'on ne connaît pas. Là, on est en 1946. Ça ne se faisait pas tellement de faire des balades de ce genre. Amélie Cessé, j'aimerais que vous me disiez, en fait, comment, à votre avis, ce que Rouch montre, ce qu'il a découvert par ses voyages sur le Niger, est ressenti par la population. On a dit aujourd'hui, il y a un petit peu de distance suite à la question de Marie-Christine. Oui. Mais est-ce que c'est juste ? Est-ce que ce qu'il dit sur les rites, ce qu'il dit sur la sorcellerie, ce qu'il dit sur le sacré, ce qu'il dit sur les manières dont les gens dansent, etc., en montrant ces films, ça correspond exactement à la réalité, ou bien il y a un biais de l'occidental ? Non, je pense qu'il a pris les images tout de suite. Donc, c'est comme moi. Et lui, il a eu cette chance de rentrer dans ce système que moi, je le vis, mais en tant qu'expert sur le patrimoine immatériel, on connaît ces choses, mais voilà. Lui, il a eu cette chance de prendre la caméra et de filmer et d'avoir les autorisations. C'est surtout ça, comme disait Bernard, c'est avoir l'autorisation alors de l'esprit, du lieu, du chef, etc. Et le respect qu'il a de tout cela et de le présenter, je trouve ça extraordinaire. C'est très, très, très justement éducatif. Et comme je le dis, ça reste quand même dans un contexte bien précis, mais c'est toujours bien de savoir ce qui se passe.
Voilà. Et je pense qu'il a été très juste, puisqu'il a toujours demandé l'autorisation. Il le fait avec les populations, avec les gens qui sont sur place, les acteurs. Et il est lui-même surpris aussi. Et il est porté, parce que c'est une force qu'on ne peut pas imaginer. Je veux dire, même moi, qui étais sur cette pirogue avec l'hippopotame dessus, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu et qu'en plus, on voit la maman de l'enfant hippopotame revenir le lendemain et on le voit au bord de l'hôtel et on voit ses pas en disant « Attention, elle était là ». Bon, voilà. Et on est porté. Il y a une force qu'on ne peut pas imaginer. Et c'est ça qui fait le beau de ce témoignage, Bernard Surugue, de ce travail. Aucune erreur d'interprétation chez Jean Rouch? Alors, après, je ne sais pas. Allez, vous savez tout. Donc dites-moi la vérité. En tout cas, le cinéma du même métal, hein, c'est lui qui porte la vérité. C'est ça qui est intéressant quand on filme des rituels comme ça. On raconte pas d'histoire puisqu'on filme. Oui, mais on ne filme pas n'importe quoi. Oui, on fait des choix, on peut raconter des histoires. On peut raconter des histoires en filmant. Oui, mais là, justement, comme il y a ce système de feedback et de validation par les gens qui font la cérémonie en question, je pense que la vérité n'est pas... Alors parfois, on triche honnêtement pour que le film puisse être monté, qu'il ait les moyens de raconter une histoire qui tienne debout. Mais la vérité, c'est quoi la vérité? Mais enfin, en tout cas, c'est fait le plus honnêtement possible. Il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de tendance. Si c'est poil à gratter, ça sera poil à gratter. Si, voilà, on ne cherche pas à tourner. Moi, je perçois ça comme une méthode de travail qui est certainement exemplaire. Alors, personne n'est à l'abri des erreurs. Des erreurs, il y en a certainement. Merci Bernard Surugue. Alors je rappelle que vous avez édité ce livre sur la descente du Niger. Évidemment, vous n'y étiez pas, les carnets de mission 46-51, mais c'est publié chez Mille et une nuits. Alors le noir et le blanc seront amis, mais c'est pas seulement une phrase, c'est en même temps le récit de cette descente du Niger que vous avez annoté de façon extrêmement particulière. Et je renvoie tout le monde à ce livre parce qu'il est passionnant. Et à vos livres aussi, Amélie et Cécé, parce que dans le coffret Fleuve Niger, on voit les rites qui apparaissent sur ce fleuve Niger. Et ces rites, vous les avez illustrés, vous les avez présentés pour les jeunes et pour les enfants. Et c'est un coffret qui s'appelle Fleuve Niger. Merci à tous les deux. Merci. Merci à vous. Vive le 100e anniversaire de Jean Rouch. Donc, deuxième partie, sur le grill. Stéphane Auboire, vous avez été journaliste à RFI. Pendant 5 ans, vous avez été au Soudan. Vous êtes aujourd'hui journaliste à l'Humanité. Et en face de vous, Nadine Wanono-Gauthier. Vous êtes chercheuse au CNRS, au sein de l'Institut des mondes africains, pour les thèmes femmes et vie quotidienne au pays d'Ogon, le film ethnographique et les techniques du croire. Et vous êtes auteur récemment de Mémoires en super 8 mm, historique d'un support ou support historique. Vous animez un événement annuel, Anthropologie du numérique. Et surtout, vous avez publié un livre, Les Dogons, aux éditions du Chêne. Ce livre était préfacé par Jean Rouch, qui a été un petit peu, si je comprends bien, au fond, votre père en connaissance des Dogons. C'est lui, en tous les cas, qui m'a invité, qui m'a même poussé, si je puis dire, à aller chez les Dogons et aller travailler là-bas et à commencer mon travail de thèse sous sa direction en allant effectivement à Sanga. Voilà, donc première invitation. Est-ce que, Stéphane Auboire, dans les enquêtes que vous avez faites, vous avez publié 12 enquêtes extraordinaires dans l'Humanité sur, au fond, tous ceux qui se sont inspirés de l'œuvre de Rouch? Il y en avait qui déjà touchaient la question des Dogons. Alors, il y en avait qui touchaient la question des Dogons, notamment c'est Gérard de Battista, je crois, me semble-t-il, qui aujourd'hui est très connu en tant que
que chef opérateur. Il a été il est directeur de la photo au cinéma nigérien. Voilà. C'est un homme donc, qui connaît très bien le Niger. Absolument. Je crois effectivement qu'il a touché au Dogon à un moment ou à un autre. Parmi tous ceux que j'ai rencontrés, effectivement, y a Bernard, qui je crois Bernard Surug, effectivement, qui à un moment aussi s'est retrouvé à toucher à ce thème-là. Mais plus exactement, sont des gens qui sont non pas, comme vous le disiez tout à l'heure, une postérité. Ils ne sont pas la postérité de Jean Rouch, mais en tout cas, ils en sont les héritiers. Et dans le cadre de ce 100e anniversaire, par rapport aux gens que j'ai rencontrés, ça s'est fait un petit peu par hasard, c'est-à-dire en rencontrant tout d'abord Bernard Surug. Bernard est quelqu'un que j'avais rencontré dans le cadre de l'IRD il y a quelques années, donc l'Institut de recherche pour le développement. Brigitte Surug, pour répondre à votre première question, elle a touché effectivement au Dogon, puisqu'elle est donc l'épouse de Bernard, en tant que directrice de l'audiovisuel à l'IRD, a touché à ce genre de thématique-là. Mais donc, pour faire ce 100e anniversaire, il fallait trouver quelqu'un quand même qui s'y connaisse un petit peu. Et il n'y en a plus beaucoup sur le marché, entre guillemets, j'aime pas le terme, qui connaissent très bien Jean Rouch. Et je me suis, donc voilà, je suis allé vers Bernard, avec qui on a fait d'abord un premier entretien qui est passé dans l'Humanité le 31 mai. C'est-à-dire le jour même de l'anniversaire de Jean Rouch. Et en fait, pour en arriver à cette idée de faire 10 papiers, pas 12 mais 10, en fait il y a 10 portraits d'héritiers, entre guillemets, de Jean Rouch, c'est venu en fait dans la conversation avec Bernard. Et puis avec cette idée, vous savez, les journaux l'été ont toujours besoin de faire une série d'été. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une série d'été qui serait aussi dans l'actualité. Et on a pensé ensemble à trouver en fait des personnages qui ont été plus ou moins liés à Jean Rouch. Il y en a qui l'ont connu, d'autres qui ne l'ont pas connu. On y reviendra peut-être plus tard quand vous me réinterrogerez dessus. On dit souvent que Jean Rouch n'a pas de postérité, que c'est Jean Rouch, c'est un événement. Et en fait, il est démontré ici qu'il a effectivement des héritiers. Est-ce que vous vous considérez, vous, Nadine Ouanono-Gauthier, comme une héritière de Jean Rouch? Je crois qu'on est nombreux. Je pense que c'est ça, en fait. Dans l'héritage, il y a peut-être aussi une limitation, alors qu'avec Rouch, il n'y a pas de limite. Ça veut dire qu'on peut être très, très nombreux sur cette planète à avoir reçu des parcelles d'énergie et des parcelles de lumière, si je puis dire, et d'esprit, et qui nous permettent de continuer son chemin avec une interprétation personnelle, chacun de notre côté. Dites-moi ce que vous avez reçu. Comment ? Dites-moi ce que vous avez reçu de lui. La volonté de créer, je crois, cette espèce de nécessité. C'est pas une volonté, je pense que c'est quelque chose qui s'impose à vous. La place de la création, la reconnaissance en fait de l'acte de création lorsque vous filmez même des films ethnographiques, une énergie, je crois, une curiosité et une volonté en fait de dépasser les limites. L'envie d'introduire des éléments étranges, les éléments inquiétants, ces objets inquiétants. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est resté. Ça veut dire continuer à insuffler des objets inquiétants dans notre réalité et questionner le monde qui nous entoure, questionner les limites, les frontières. Alors quand vous dites objets inquiétants, par exemple, tout ce qu'il y a autour de la sorcellerie, tout ce qu'il y a autour de ces danses habitées, tout ce qu'il y a autour, et que Jean Rouch filme remarquablement. C'est ça que vous appelez des objets inquiétants ? Pas forcément, ça peut être moins inquiétant que ça, c'est des formes. C'est comment qualifier les films qu'il a pu faire. Ça a été bien évidemment les passages de frontières entre la poésie, de la fiction, du documentaire, des films ethnopsychiatriques, les influences qu'il a pu avoir en littérature ou en théâtre. Donc en fait, c'est ça des objets inquiétants, c'est que vous ne pouvez pas les classer. Et je pense que ça, cette volonté qu'il a eue de mêler en fait les registres est extrêmement important, d'autant plus aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui est en fait pour moi très novateur dans Rouch. Dans les ateliers Varan, dont vous avez rendu compte dans votre série d'articles, Stéphane Auboire, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'on apprend la méthode Jean Rouch. Alors, comme vous avez été sur place voir ce que c'était, expliquez-moi ce que c'est que la méthode Jean Rouch à vos yeux. Alors, la méthode Jean Rouch, en fait, c'est, comment dire,
Les ateliers Varan, c'est une non-école, en réalité. C'est exactement le contraire de la Fémis, par exemple. Donc, la méthode Jean Rouch, c'est comment finalement passer son temps à improviser en fonction d'une situation. Par exemple, il y a un exercice qui est proposé aux ateliers Varan qui consiste, peut-être maintenant d'ailleurs elle est de moins en moins utilisée vu la complexité des caméras, mais encore jusqu'à peu de temps on demandait à un élève de Varan de déconstruire la caméra puis de la reconstruire. Pour la bonne et simple raison que Jean Rouch, dans son expérience d'apprenti anthropologue cinéaste dans les années 50, s'est retrouvé à un moment donné, il n'avait jamais touché une caméra. Il se retrouve, il prend un avion pour aller faire son premier voyage, justement, je ne sais plus si c'est au Mali ou au Niger, et il se retrouve, l'avion a un accident réel, il se pose quand même assez brutalement, mais par chance, à l'intérieur de cet avion, il y a un chef opérateur qui s'appelle Édouard Séchant, je crois, et qui, pendant 4 jours dans le désert ensemble, va lui montrer comment on utilise une caméra. Pourquoi il lui montre ça? Parce que le gars lui dit, mais si jamais tu as du sable qui rentre dans ta caméra, comment tu feras pour filmer? Donc en fait, c'est ce genre d'expérience que la vie lui a amené, que Jean Rouch a mis ensuite en exercice, en tout cas dans ses ateliers Varan, donc qui est une école de cinéma qu'il a créée au début des années 80. Mais c'est pas le seul exemple, il y a d'autres exemples comme celui-là. Lorsque vous travaillez sur les Dogons, vous avez derrière vous Jean Rouch qui vous dit quelque chose. Je veux dire que son enseignement continue. Moi, j'imaginais que quand une ethnologue comme vous travaillait sur les Dogons, elle avait l'enseignement de Madame Dieterlen. Tout le monde sait que Germaine Dieterlen, c'est, disons, la femme qui a tout su sur les Dogons. Et vous dites, non, moi, c'est Jean Rouch qui m'a appris sur les Dogons. Disons que c'est lui qui m'a incité à aller travailler. Alors effectivement, l'influence qu'il a eue, c'est que si je continue la conversation par rapport à l'école, c'est quel était l'impact qu'il pouvait avoir sur les étudiants. Moi, j'avais fait partie en fait de l'équipe qui est partie au Mozambique, avant même donc l'existence des ateliers Varan. En 78, on est parti avec Jean Rouch, Philippe Constantini, Miguel Alencar. On est parti et on a passé plus de 3 mois à faire à enseigner aux Mozambicains la manière de pouvoir faire des films, etc. Donc, je pense que pour Rouch, il n'y avait pas d'école, et donc, bien évidemment, il n'y avait pas de modèle. L'idée qu'il y avait, c'est quoi? C'est peut-être simplement une énergie et une volonté d'être le plus proche de la réalité. Ça veut dire filmer les gens, des règles, ne pas sortir sa caméra avant X mois. Je suis restée pendant 2 mois et demi sans sortir ma caméra. Faire des feedbacks systématiquement, c'est-à-dire retourner au pays Dogon avec mes caméras Super 8 ou les projecteurs Super 8, montrer aux gens avec lesquels j'allais travailler les films que je faisais, établir un dialogue et garder ça. Et peut-être aussi présenter les films de Rouch en pays Dogon. J'ai fait énormément de projections de ces films tout au long de la falaise et ça a été toujours un succès et un accueil extrêmement important au fil du temps et qui a beaucoup évolué en fonction des gens. Alors qu'est-ce que ça veut dire un accueil important? Un accueil important, c'est que les gens venaient en disant c'est cinéma ce soir, c'est cinéma ce soir, et vous aviez la place du village qui était déjà pleine et on mettait un drap et vous aviez 200 personnes ou 300 personnes qui ne voulaient pas partir. Vous pouviez passer 2 fois le film dans la même soirée, femmes et enfants. Parce que les gens se voyaient, donc il y avait un plaisir narcissique. Les gens se voyaient. Moi, j'ai présenté les films du Sigui dans certaines en haut, etc., à Yugo, où on a monté le projecteur, on a monté le générateur et on a présenté ça aux anciens du Sigui. Bien sûr, les gens se voyaient. Mais il y avait aussi la jeune génération qui se voyait. Et les maîtres d'école, ça a évolué avec le temps. Au début, les maîtres d'école me disaient non, on n'a pas envie. Et après, les maîtres d'école me disaient si, il faut le voir, parce que c'est notre histoire. Donc en fait, moi j'ai vu au fil du temps l'évolution en fait de la réception des films de Rouch au sein même de la population. Et ça, c'était passionnant. Enfin, ça reste passionnant. Oui, Stéphane. Je voulais poser une question à Nadine par rapport au Sigui. Je pense que c'est à la mort de Marcel Griaule. Marcel Griaule, le directeur de thèse de Jean Rouch, voilà. Au fond l'africaniste le plus célèbre. Décédé en 56. Voilà, décédé en 56. Et qui avait donc plus ou moins entendu parler, lui, dans ses travaux dans les années 20-30, qui avait eu justement un de ces rites
Siggy, Oui. dans les années 10, je crois, quelque chose comme ça, et qui avait fait part de cette information à Germaine Déterlin, qui elle-même s'est retrouvée donc, dans les années 60 à s'occuper de ce rite qui a lieu, je crois, tous les 60 ans ou tous les 70 ans, vous me corrigerez. Et je crois que c'est Jean Rouch, effectivement, qui s'est retrouvé à aider Déterlin pour faire les films Siggy, qu'on peut trouver assez facilement d'ailleurs aujourd'hui, et qui sont passionnants à voir. Et je me posais la question, vous, en tant que chercheuse, si j'ai bien calculé, c'est dans 10 ans qu'il y a le prochain rite. Est-ce que vous allez vous impliquer dans cette aventure? Parce que Jean Rouch avait eu l'idée assez saugrenue, mais passionnante, je trouve, de proposer que des chercheurs, sur 400 ans, en fait, suivent ce rite. Voilà ma question. Non, il avait déposé un projet au CNRS, effectivement, qui c'est ces projets utopiques. Quand on me pose la question pourquoi Rouch, c'est qu'en fait, effectivement, il déposait des projets utopiques. Donc, il avait demandé au CNRS la possibilité de filmer sur 400 ans les rituels du Siggy. Donc, il nous a demandé, Philippe Lourdoux, qui est aussi un thésard de Rouch, qui travaillait, lui, sur les Beaux-Eaux, de prendre le relais et de nous engager moralement, en 2027, à filmer ce rituel. Donc, oui. Vous allez le faire. Voilà, si Dieu me prête longue vie, comme on dit en pays d'Ogon, j'essayerai, oui, j'essayerai. Je fais tout pour me garder en forme. Alors, et si politiquement on peut, ça veut dire d'une certaine façon que vous rendez compte, au fond, des rites, des manières de faire, des Dogons, de façon, au fond, à faire connaître ce qu'est leur pratique cultuelle? Oui. Peut-être la différence, c'est que, bon, il y a eu aussi des concours de circonstances. En 1992, c'est Pierre-André Boutan qui avait demandé à Rouch d'aller filmer les funérailles et l'intronisation du Hogon d'Arroux, qui était quand même un moment très important. Et Rouch m'a demandé de le faire. Et donc là, ça a été un peu un moment de charnière où Rouch nous a passé sa caméra à Athone. Et avec Philippe Lourdoux, on est parti filmer ces fameuses funérailles et cette intronisation. Mais sinon, en dehors de ces grands rituels, je me suis surtout intéressée à la vie quotidienne des femmes. Et donc, j'étais un peu en marge, moi, de cette démarche symbolique. Et j'ai plutôt essayé de voir les coulisses de ces grands rituels. Mais qui restent tout à fait fondamentaux parce que malgré tout, même ça, ça a été fortement mis à l'épreuve par les fortes conversions, enfin le taux de conversion à l'islamisme qui est très important. Et beaucoup de femmes ou beaucoup de jeunes ont oublié, en fait, ces techniques. Et donc, les films, en fait, le représentent. Donc c'est un peu bizarre. Un peu comme si l'islamisme effaçait des siècles d'histoire? Je pense que ça se superpose. Je pense que les Dogons, comme mes amis me disent, restent Dogons, mais je pense que ça se superpose. Mais je pense qu'il y a une évolution géopolitique, mais aussi géographique, avec les sécheresses, avec l'évolution climatique, qui font que certaines techniques disparaissent. Il n'y a plus de grands bois pour les masques, pour la bière 2000. Je pense que c'est très intéressant de voir à quel point, justement, l'écologie peut affecter l'organisation d'une société et la transformer complètement. Les animaux, le renard pâle, le yurugu... Il faut vous expliquer ce que c'est renard pâle. Le renard pâle, c'est peut-être l'image que Rouch revendiquait, comme lui, en tous les cas, se mettant dans l'histoire mythique des Dogons, et il s'identifiait au renard pâle, et Germaine était la Yassigi, la sœur des masques. Et dans ce duo absolument inséparable, le renard pâle était aussi celui qui donnait l'avenir. En fait, il prédisait l'avenir. Et donc, pour Rouch, c'était fascinant, et il n'arrêtait pas d'en parler. Ce qui signifie que c'est un peu une ethnologie participative, au fond. C'est une manière l'anthropologie partagée de Rouch était quand même un de ses fondements de son travail. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, il s'investissait tellement dans sa pratique ethnologique que lui-même s'affectait un rôle. En tous les cas, chez les Dogons, il s'est affecté un rôle, il s'est mis il s'est transformé en un des personnages mythiques. Et c'est vrai qu'il adorait... il y avait aussi cette relation à plaisanterie. Je crois qu'il était le cœur même de ses relations avec les gens. C'est-à-dire établir d'abord une relation de rire, et à partir de là, toutes les barrières tombaient. Et donc, je l'ai vu très souvent avec les vieux de Bongo, où c'était le rire.
et les vieux étaient ravis. Et c'était d'abord par le rire qu'il y avait effectivement une grande complicité qui se créait avec les anciens combattants. Stéphane Auboire, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans vos portraits, il y a celui de Christelle Olukoy qui vous parle d'ethnologie partagée. Alors expliquez-nous un petit peu ce qu'elle dit justement. Alors Christelle Olukoy, c'est une très jeune fille de 22 ans qui est franco-camerounaise, qui est franco-béninoise, pardon, qui était à Normal Sup, donc, et qui a travaillé sur la nuit, le monde de la nuit en Afrique du Sud, et enfin à Johannesburg précisément, et à Lagos au Nigeria. Et effectivement, elle a suivi quelques cours à l'université où elle a entendu parler de Jean Rouch et de l'anthropologie partagée. Et cette jeune fille est allée quand même au bout de cette logique-là, puisque par exemple, elle a terminé son travail à Normal Sup, elle va partir à New York pour une thèse sur justement ce monde de la nuit, que ce soit à Lagos ou à Johannesburg. Et elle a déjà donc rencontré pas mal de monde parmi ses interlocuteurs. Et elle a décidé d'aller au bout de la logique en leur donnant carrément le matériel à filmer, c'est-à-dire filmer eux-mêmes ce qu'ils sont dans la nuit, leurs peurs, leurs désirs, etc. Et en même temps à monter eux-mêmes ce qu'ils voient. Et ça, c'est très intéressant parce que cette jeune fille, en fait, à un moment donné, s'est posé la question de la toute-puissance, finalement, du scientifique occidental sur son regard sur l'objet de ses études. Il y avait la fameuse controverse entre Rouch et le cinéaste Oumarou Ganda. Oumarou Ganda, qui était donc un assistant de Rouch. Voilà, qui était un assistant de Rouch, qui est devenu donc un grand réalisateur lui-même. Qui joue dans Moins Noir. Qui joue dans Moins Noir, voilà. Et il y a eu une polémique, en fait, une discussion autour du fait que Jean Rouch était quelqu'un qui observait les Africains comme des insectes, en fait. Voilà, c'était le mot qui était dit. Et c'était violent comme mot. Je ne suis pas sûr que ce soit avec Oumarou Ganda, par ailleurs. Je ne crois pas que ce soit avec lui qu'il y a eu cette polémique. Mais dans la salle, un Africain, un scientifique africain, lui avait posé la question. Et Rouch avait répondu très, très joliment, mais ce sont les plus beaux insectes du monde, pas du tout de manière raciste, évidemment. Donc, malgré tout, cette question se pose, c'est-à-dire que, quand bien même on ait l'idée de l'anthropologie partagée, l'idée d'observer l'autre, de le respecter, de s'impliquer dans son quotidien, presque de disparaître dans sa vie, la question se pose pourquoi les Blancs travaillent sur les Noirs. Et donc Christelle, qui elle, effectivement, est franco-béninoise, a décidé d'aller au bout de cette logique-là, effectivement, non plus d'amener son regard de scientifique fabriqué à l'occidental et de donner parole réellement aux gens, non pas qu'elle étudie, mais avec qui elle travaille sur un objet. Nadine Wanono-Gauthier, vous avez l'impression que pour faire ça, il faut se donner soi-même un rôle, comme faisait Rouch, dans le rituel, etc. Il faut, au fond, se fixer un personnage pour pouvoir jouer totalement ce rôle et ne pas risquer d'avoir l'œil extérieur du scientifique. Je crois que ça, c'est le talent de Rouch. Je ne sais pas si c'est si facile que de se donner un rôle dans un rituel. J'en ai encore là, dans le cadre d'anthropologie numérique, on a bien vu des jeunes réalisateurs qui étaient complètement pris dans ce jeu et avec l'impossibilité de se dévoiler. Je pense que la force de Rouch a été de se mettre en scène. Et voilà, je pense que personnellement, je ne prétendrai jamais avoir ces capacités-là. Mais quand vous êtes sur le terrain, que vous observez vos femmes au quotidien, vos femmes Dogon, là, vous vous impliquez comment? Totalement. D'accord, totalement. Mais est-ce que vous jouez un personnage particulier? Non, je ne joue pas de personnage particulier, mais c'est vrai que je suis... Donc c'est pas de l'ethnologie partagée? Allez, dites franchement. Je ne sais pas si c'est pas de l'anthropologie partagée dans la mesure où elles me connaissent. Quand vous filmez des gens pendant 10, 15, 20, 30 ans dans le même village et qu'ils voient votre évolution, vos enfants arriver, etc., etc., je pense qu'il y a de l'anthropologie partagée, que j'ai pu faire systématiquement des projections avec les femmes, que je les ai suivies, que je travaillais avec elles, que j'allais chercher de l'eau. Enfin, je veux dire, là, il y a eu vraiment un partage, en tous les cas, de leur vie.
J'avais pas l'impression, quand j'ai fait le film sur les naissances, par exemple, j'avais pas l'impression de regarder. Et elle savait très bien que je me suis donné la possibilité de commencer à filmer les naissances uniquement après moi-même être devenue mère de famille. Donc je pense qu'il y avait quand même une complicité entre moi et les femmes, mais c'était plus peut-être de l'intimité et de l'intimisme, alors que Rouge, c'était quelque chose qui était spectaculaire, qui était une mise en scène et qui était... Il y avait besoin de jeu chez Rouge. Alors justement, il y a besoin de jeu. Alors, dans votre enquête, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que vous interrogez Frédéric Socher, qui est un cinéaste belge, et qui est au fond un héritier de Rouge. Et il dit, lui, il faut mélanger le réel et la fiction. Et j'aimerais bien vous entendre là-dessus, sur le réel et la fiction. Mais justement, le jeu, Petit à Petit, qui est un film que j'aime vraiment énormément, je trouve est un exemple d'anthropologie partagée, mais qui demande le jeu. C'est-à-dire qu'on est chez Montesquieu, on est dans les lettres persanes, on a quelqu'un qui... donc le prétexte, c'est on se retrouve, je ne sais plus dans quel village, à côté de Niamey, où nous avons des gens qui parlent sous un toukoul, et donc des Nigériens qui disent « nous voulons une tour plus haute que celle de Niamey ». Donc pour ce faire, ils envoient des émissaires à Paris pour trouver l'architecte français idéal qui va pouvoir revenir ensuite faire la tour encore plus haute que celle de Niamey. Et alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois à Paris, eh bien, c'est Damour Ezika qui joue le rôle là, qui se retrouve à Paris, qui se retrouve en fait, à étudier les Parisiens, à leur regarder les dents, à voir s'ils ont une bonne santé, véritablement comme un petit peu les scientifiques entre guillemets colonisateurs faisaient dans le temps. Et donc là, ça devient intéressant parce qu'on se retrouve dans un jeu de ping-pong comme ça, où on s'interroge les uns les autres par rapport à notre propre regard sur le monde. Et ça, je trouve que ce besoin-là, enfin la fiction peut amener une réalité aussi, en fait. C'est ça qui est fascinant chez Rouge et que j'aime particulièrement. C'est sa force, en fait, et effectivement... je pense que c'est aussi des compétences particulières. Enfin, c'est un artiste. Ça. Je ne sais pas si en tant qu'ethnologue, on peut dire ça. Moi, je trouve que c'est un artiste parce qu'il a effectivement révélé, quand on voit le Dama d'Embarras, quand on voit le Vieil Anaï, enfin, je veux dire, tous les films qu'il a pu faire sur les Dogons, et Dieu sait s'il y en a eu, peut-être pas aussi connus que certains, mais qui ont une place, en tous les cas, en termes de révélation des valeurs propres aux Dogons et de la capacité de rêve et aussi de lien entre les vivants et les morts. Je pense que c'était aussi quand même quelque chose très fort chez Rouge. Est-ce qu'il y avait une connaissance préalable des fictions Dogon pour se faire ou pas? Parce que, est-ce qu'il filmait comme ça, là, spontanément, comme il le disait? Rouge est toujours interdit d'écrire, parce que c'était Germaine Dieterlin qui était responsable en fait de l'aspect écriture, et Rouge a pris la caméra en fait pour aider Germaine Dieterlin au décès de Marcel Griaule, et ensuite il a pris cette place d'être cinéaste. Mais bien évidemment, il connaissait tous les textes de Griaule parfaitement, et il connaissait toute la littérature ethnographique qui avait été produite à cette époque-là. Donc il ne partait pas à l'aventure, et je pense qu'avec Germaine à ses côtés, il ne serait pas parti à l'aventure comme ça. Il était complètement accompagné, si je puis dire. Voilà. Mais ce mariage entre réalité et fiction, vous avez l'impression qu'il l'avait en tête et qu'il avait suffisamment de connaissances pour l'avoir en tête? Oui. Et de toute manière, il l'avait au montage aussi après. Et il l'avait au niveau de son commentaire, qui sont des commentaires... le Dama d'Embarras, c'est les textes de Griaule, le commentaire. Et c'est une œuvre poétique, en fait, mais qui reste historique et qui reste en même temps complètement révélatrice de ce que pouvait être un rituel de Dama, d'un grand Dama. Et dès lors qu'il y a un peu de volontarisme, il y a de la fiction. Donc je pense qu'il avait vraiment ça en lui, je crois. Il avait compris que même le geste... ethnographique ou anthropologique, je ne sais pas quelle est la meilleure définition, de toute façon participer à un moment de fiction, puisqu'on vient créer, on vient casser une réalité et on amène de la fiction à partir du moment où on est présent. C'est valable d'ailleurs dans les reportages chez les journalistes aussi, je trouve. Dans le Dama d'Embarras, il a fait toute une séquence qui était au ralenti, exprès, avec le texte de Griaule sur l'émotion. Et qu'est-ce que c'était que l'émotion? Et qu'en fait, les masques étaient aussi en réponse à l'émotion des participants et à l'auditoire, en fait. Je pense que c'est des textes qui nous faisaient lire, nous, en tant qu'étudiants, qui étaient extrêmement impressionnants
et en même temps évocateur de ce qu'était effectivement le film ethnographique, au-delà d'une simple description. Mais il faut avoir un talent. Merci à tous les deux. Alors Nadine Ouanono-Gauthier, on peut lire votre livre sur les Dogons publié au Chêne, encore qu'il n'est plus disponible, mais on peut le trouver en bibliothèque. Et Stéphane Auboire, je ne saurais trop conseiller ce travail formidable que vous avez fait avec cette série de 10 portraits pour l'humanité des héritiers de Rouche. Merci. Merci à vous. Tambour battant, troisième partie. Donc, nous allons aborder avec Marie-Christine Vénère la question Pascal Leclerc. Votre identité, c'est ancien directeur de la Cinémathèque, président de l'association Les Écrans de la Liberté. Vous nous avez d'ailleurs apporté une production des Écrans de la Liberté. Vous organisez un événement annuel anthropologie numérique. Cet événement a pour objectif de permettre aux réalisateurs et aux réalisatrices des rencontres un peu différentes de celles qu'on a l'habitude d'avoir dans les festivals, au fond sur les pratiques de réalisation. Laurent Roth, merci d'être là. Vous êtes scénariste, critique de cinéma, acteur, réalisateur, toujours à la frontière entre documentaire et fiction. C'est le cas de votre film Les Yeux brûlés, commandé par le service cinématographique des armées en 1986, sorti en salle seulement en 2015, qui a été sélectionné à Cannes, en série Cannes classique. Vous êtes un militant du cinéma. Vous aviez fondé un cinéma citoyen à Paris et qui faisait des projections. Et j'imagine que Jean Rouch n'était pas loin de ce cinéma citoyen. Certainement. Alors, 100e anniversaire de Jean Rouch. Je voudrais commencer avec, au fond, les traditions cinématographiques de Jean Rouch. On peut dire qu'il m'avait confié que son premier choc cinématographique, à l'âge de 5 ou 6 ans, il m'avait raconté ça, était déjà placé sous le signe du documentaire et de l'autre. Et il citait Nanook l'Esquimau de Robert Flaherty. Et je vous dis ce qu'il m'avait dit à l'époque. Je suis sorti très marqué. Je m'endormais le soir, recroquevillé sur moi-même, comme les petits chiens de Nanook dans la neige. Alors, quand il parlait de ses influences cinématographiques, il disait Flaherty et il disait Dziga Vertov. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Roth ? Eh bien, il y a là toutes les contradictions de Jean Rouch, parce qu'on parle beaucoup de cinéma du réel à son propos, mais en fait, c'est un grand affabulateur. Et on retrouve cette ambiguïté et cette filiation chez Flaherty, dont on sait très bien que les personnages documentaires, certes, existaient, mais ils étaient souvent des interprétations au sein des communautés qu'il filmait, des personnages qui avaient été élus un petit peu au milieu de ces populations et qui avaient joué certes leur propre rôle, mais souvent avec des enfants qui n'étaient pas leurs enfants, des épouses qui n'étaient pas leurs épouses. Donc il y a quand même la puissance de la fable chez Jean Rouch qu'il faut le rappeler, parce que et Vertov, pareil, tournant des actualités qu'il montrait comme Jean Rouch plus tard aux populations filmées pendant la révolution bolchevique, mais qui en même temps réinventait un homme nouveau. L'homme à la caméra, c'est un homme qui n'existe pas, c'est une pure fiction, même si toutes les images sont documentaires. Donc ça me semble très important d'insister là-dessus. Jean Rouch, très tôt, a revendiqué la subjectivité du cinéaste et son droit à raconter une histoire. Et c'est ça qui a fait les querelles entre l'école, disons, ethnographique et son maître Marcel Griault. Il faut rappeler la violence de la projection des Maîtres fous, où son propre directeur de thèse et son maître refusent le film, tout comme les jeunes Africains qui sont là et qui demandent à ce qu'on détruise le film. Pourquoi ? Parce que l'image est à la fois trop brute, parce qu'elle montre un rituel de possession violent, et en même temps, elle est déjà très interprétée par la subjectivité de Jean Rouch, qui est l'homme à la caméra de l'affaire. Alors peut-être on peut rappeler le contenu des Maîtres fous, puisque vous commencez par là. C'est un film de 55, documentaire tourné en 2 jours, sur la secte des Aoka, implantée à Accra, ville du futur Ghana, et pastiche les cérémonies coloniales. Rouch lui-même dira qu'il ne cherche pas à entrer en croyance, mais il dit, au fond, je portais autour du cou, comme les chasseurs, une petite pierre qui nous rendait invisibles. Et je blaguais avec mes compagnons en disant, mais je vous vois. Et les compagnons répondaient, oui, mais le lion, lui, ne te voit pas. Donc, en fait, il se vivait comme invisible, comme chacun des personnages devait se vivre avec cette petite pierre.
Et c'est ça qui n'a pas plu à Griaule. Mais expliquez-moi pourquoi. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait que lui-même parlait de ciné-trans. En filmant, il porte un masque. Et il fait partie de la cérémonie qu'il filme. Donc, il s'y intègre d'une certaine manière. Mais en s'y intégrant, il la révèle. Alors, je pense que Griaule réagissait aussi au rite anticolonialiste qui ne pouvait pas plaire aux occupants de l'époque, enfin, qui étaient les Français. Il était quand même sous mandat et sous financement français. Et puis ensuite, le reproche qu'on pouvait faire à cette cérémonie d'être primitive, entre guillemets, c'est-à-dire la honte, la honte idéologique que le blanc pouvait avoir sur ce qu'il est en train de montrer. Et Rouch a eu le courage de jouer de toutes ces ambiguïtés jusqu'à retourner la caméra, et ça nous amènera peut-être à parler de la nouvelle vague, sur les Parisiens, parce que Morin, Edgar Morin, un sociologue qui le voit revenir avec ses documents, lui dit « Mais c'est bien joli, tu tournes depuis 15 ans la tribu des Africains, les tribus des Africains, mais la tribu des Parisiens, qu'est-ce que tu en fais ?» Ce serait intéressant de retourner la caméra et de s'observer nous-mêmes comme un peuple très étrange, voire très étranger. Et ça va donner, de 60 à 65, tout un tas de films tournés en France, tournés même à Paris spécifiquement, où Rouch va appliquer les méthodes de l'ethnographie participative à nous-mêmes, c'est-à-dire à ce qu'il est. Rappelons quand même qu'il est issu aussi de la grande bourgeoisie et qu'il va avoir aussi le courage de déshabiller cette grande bourgeoisie dans ses contes moraux que sont Chroniques d'un été, Les Veuves de 15 ans, La Punition et même Gare du Nord, qui est un des derniers épisodes de Paris vu par, dernier film de la Nouvelle Vague officielle en 65. Pascal Leclerc. Oui, c'est intéressant ce que vous dites sur le rapport de Rouch et la croyance. Parce qu'il ne faut pas oublier que Rouch était athée, qu'il disait qu'il était extrêmement critique à l'égard des religions du livre, même s'il adorait les livres, et qu'il disait une phrase curieuse qui était « il faut toujours croire en la croyance de l'autre ». Et c'est une posture assez paradoxale, donc le grand respect pour la croyance de l'autre, tout en étant non-croyant lui-même et tout en étant directeur je pense, de la chaire sur les religions à l'école pratique des hautes études. Donc c'est un personnage paradoxal. Et il faut aussi, peut-être en écho à ce que vous disiez, jamais oublier que Rouch, il était aussi ingénieur, que c'était un homme de la rigueur, même s'il disait que ses profs à l'école des ponts lui avaient appris ce qu'il avait repris après dans ses films, c'est-à-dire la théorie de l'approximation successive, à savoir qu'un pont dont la résistance maximale est de 2 tonnes, si vous le caressez dans le sens du poil, comme il disait, et vous faites passer un camion de 2 tonnes 1, 2 tonnes 2, 2 tonnes 3, 2 tonnes 5, on peut aller jusqu'à 3 tonnes. Et donc ce phénomène l'avait fasciné. Et il disait que dans ses films, notamment ethnographiques, c'est ça qui l'intéressait. Et s'agissant de Maître Fou, effectivement, qui a été à l'origine de la première polémique des réalisateurs africains contre ce film, hein, c'est Paulin Vieira, qui, dans la salle du Musée de l'Homme avec Griaule, comme vous me le rappeliez, s'est levé, scandalisé, en disant un réalisateur africain ne peut pas cautionner une telle représentation des Africains. Ça signifie qu'au fond, Rouch était vu du côté des colons, quoi. Pas par ce type, non ? Par Vieira, mais par Vieira. Chez d'autres réalisateurs africains, plus tard à l'Institut national de l'audiovisuel, on a organisé une présentation de films de Rouch aux futurs réalisateurs des télévisions d'Afrique. Le débat est beaucoup plus nuancé, c'est-à-dire que l'intrusion de l'Africain à travers Rouch, c'était aussi au moment des indépendances reçu comme une provocation. Et Rouch m'avait toujours dit, Accra, c'est quand même la colonisation anglaise. Et si j'ai choisi Accra pour étudier l'immigration des Aouka du Niger jusqu'à la Gold Coast, hein, c'est parce que je ne voulais pas travailler sur la colonisation française à l'époque. Et alors je lui disais, mais quand même tu as tourné ce film en 2 jours, tu avais la caméra, et toi pourquoi pas rentrer dans une transe ou dans une possession ? Et sa réponse c'est de dire, je suis un cinéaste à 3 yeux, le 3e œil est toujours l'œil de la vigilance, et avec la caméra j'ai un œil dans la possession et un œil dehors.
Marie-Christine? Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Pascal Leclerc, mais en m'adressant à Laurent Roth. J'ai une question qui me taraude, comme on dit depuis tout à l'heure, c'est la définition que l'on peut avoir du cinéma de Rouche, puisqu'on parle de cinéma du réel, on parle de cinéma ethnographique, on parle de l'ethnographie visuelle. Ces différents termes sont très différents les uns des autres et impliquent des visions différentes. C'était quoi le cinéma de Rouche alors finalement? Eh bien, j'oserais une formule qui réunira tout ce que vous avez décrit. Tout cela, c'est ça, vous allez me dire? Oui, je pense que c'est un cinéaste de l'essai. Le terme maintenant est accepté. Le cinéma d'essai, on parlait de cinéma d'arrêt d'essai, mais on parle aussi de la forme de l'essai. Et je pense que c'est quelqu'un qui essaye toujours. Ce qui est formidable chez Jean Rouche, c'est cette formule, on fera mieux sans doute la prochaine fois. Il n'avait aucun complexe par rapport à la forme finie. On sait qu'il y a des films de Rouge qui ont mis 8, 10, 15 ans à se faire, à se terminer. Donc c'est un cinéma qui est toujours en devenir. Non, mais c'est pas ça le sens de ma question. C'est le rapport de ce cinéma à la réalité. C'est-à-dire, justement, dans l'essai... Le degré d'objectivité, on le sait bien, est nul dès l'instant qu'il y a un regard qui se pose sur l'autre. Mais c'est quoi, finalement, qu'est-ce qui peut mieux le qualifier comme terme? Je voudrais pouvoir utiliser le bon terme en parlant de son cinéma. Le réel naît lorsque je suis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je dis « je », j'entre dans une interaction avec d'autres « je », d'où la forme de l'essai. C'est Montaigne qui dit « je ». Cette forme de l'essai nous fait dire « je » et nous fait produire un effet de réalité. Pensez par exemple à La pyramide humaine, qui est un des films que je préfère de Rouche. Il va pousser 6 lycéens blancs et 6 lycéens noirs du même lycée à Abidjan à aller au bout de leur jeu. Alors, le jeu n'implique pas toujours une réalité psychologique, ça implique aussi la transe, la magie et le masque. C'est ce qu'il va proposer à ces lycéens, c'est-à-dire de jouer les racistes, les antiracistes, les amoureux, les pas amoureux, les rivaux, les pas rivaux. Mais dans ce jeu cinématographique, il se dit, moi je propose le jeu et ensuite je me contente d'en filmer le déroulement. C'est ce qu'il dit au carton du début. Il va se produire une nouvelle réalité qui est la rencontre très forte, à la fois amoureuse, ethnique, sociologique, de ce groupe de 12 jeunes gens qui fabriquent une fiction ensemble et qui en ressortent avec une vérité nouvelle. Alors Nadine Vallot, à la fin du film, prend l'avion et pleure. On ne sait pas si ces larmes sont les larmes du réel ou les larmes de la fiction. Et c'est ça qui est indécidable chez Jean Rouche. Oui, il disait toujours je suis comme un miroir à 3 faces. Ni cinéma-vérité, ni fiction. Est-ce que c'est pas un peu exagéré de dire qu'il est le père de la nouvelle vague? Oui. C'est Rivette, Jacques Rivette lui-même l'a dit, l'a écrit. Jean-Luc Godard tourne à bout de souffle en 60, connaissait déjà les films de Jean Rouche, avait failli titrer à bout de souffle « Moi, un blanc ». Donc c'est vous dire l'influence de Jean Rouche. Je pense que Jean Rouche les a libérés, notamment par rapport à ce geste inaugural dans Les Maîtres Fous, de témoigner d'un réel éruptif en disant « je » à la caméra. Parce que c'était quand même le grand souci de la Nouvelle Vague. C'est derrière la caméra stylo, c'est pas tellement la caméra légère comme un stylo, souvent on fait un contresens, mais c'est plutôt le fait de pouvoir s'exprimer comme un écrivain avec la caméra du cinématographe. Et ça, c'est les techniques légères utilisées par Jean Rouche qui vont permettre cette émancipation. Rappelons que finalement, il y a pas deux ethnologues, mais enfin deux cinéastes de terrain qui vont bouleverser les techniques cinématographiques. C'est d'une part Jean Rouche, donc par l'utilisation du son, aussi du magnétophone portatif, le fameux Sgoobitophone qui était exposé à la BNF, la caméra 16 mm légère, éclair-coutant. Puis de l'autre côté, c'est Coutard qui revient aussi du terrain, qui était en Indochine, qui a photographié les peuples des montagnes, qui a été aussi reporter militaire pour l'armée, et qui va être le grand chef opérateur de la Nouvelle Vague, parce que lui-même hérite aussi d'un rapport au réel extrêmement léger, direct et immédiat, faisant fi des fioritures techniques. L'essentiel est d'avoir un propos. Donc du point de vue technique, certainement, c'est le père de la Nouvelle Vague, mais plus que ça, je pense que le cinéma de la Nouvelle Vague, comme le disait Jean Douchet, est un cinéma réflexif, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de réfléchir
au spectacle qu'on est en train de produire, parce qu'on ne veut pas être complice d'une forme d'aliénation. Donc il y a toujours un effet de dedans, dehors dans le cinéma de la Nouvelle Vague, où on est dans une représentation, mais on est bien conscient qu'on est en train d'en fabriquer une. Donc je pense que ces deux grands traits stylistiques de Rouche vont évidemment féconder la Nouvelle Vague, et il en fera partie par ces fameux films qui le rattachent au mouvement, qui sont pour moi comme les contes moraux d'Éric Rohmer, où il filme sa fameuse tribu parisienne de Chronique d'un été à Gare du Nord. Et c'est très contradictoire avec le réel. Ça dépend quelle idée on se fait du réel. Bien sûr. Si le réel est, c'est facile. Si le réel est dans une forme de transparence, mais dans Gare du Nord, il y a un plan séquence de 17 minutes où il va filmer la vie et la crise d'un couple en passant des toits, puis la cuisine, puis le couloir, puis l'ascenseur, puis la sortie de l'immeuble et la rue. Donc ce qui est réel en tout cas, c'est l'unité temporelle dans laquelle tout cela est joué. Oui. Pascal Leclerc. Il y avait le respect de la mémoire, ce qu'il a livré au Dogon finalement, hein, où quand, au début du film, la chasse au lion à l'arc, Rouge conteur dit aux petits-enfants, écoutez bien le récit de cette chasse, puisque sans doute vous ne la vivrez pas vous-même. Au nom de Dieu même. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, D'où la croyance. Oui. Donc il y a ce côté mémoire, et puis après il y a le côté Rouge, fais ce qui te plaît, c'est-à-dire le surréaliste des années 36-37, qui, voyant à l'Expo universelle le pavillon soviétique d'un côté et le pavillon hitlérien de l'autre, disait « je ne serai ni l'un ni l'autre. Je ferai que ce qui me plaît ». Alors, c'est vrai que quand nous sommes allés avec Serge Danet présenter les films des Écrans de la Liberté à Hérouville-Saint-Clair, dans le train, pour faire rebond à la discussion sur la postérité, Serge Danet disait à Rouge, finalement, Rouge, t'es un salaud. Enfin, c'est un peu vulgaire, mais il le disait comme ça. Tu n'as pas d'enfant, et tu n'as pas d'héritier, et tu n'en veux pas. Alors Rouge prend un temps de silence, et il dit, oui, tu as raison. Et puis, finalement, les institutions sont là pour transmettre. Et c'est vrai que Rouge était au CNRS, il a inventé une économie du cinéma originale, hein, je pense, liée à la Nouvelle Vague aussi, c'est-à-dire le salaire du CNRS. Pour être libre, soyez attaché à une institution, plus l'accointance avec un producteur privé qui était Pierre Pronberger, les films de la Pléiade. Et c'est une économie originale. Et lui disait, ce qui importe, c'est de permettre aux autres de faire aussi. Donc son comité de films ethnographiques, il disait, c'est bien de montrer les films qui sont faits, mais c'est encore mieux d'aider les jeunes réalisateurs à créer leurs films. Alors son lien à l'institution, on peut aussi prendre en compte le lien qu'il avait avec la Cinémathèque, parce qu'il a joué un rôle très très important à la Cinémathèque. Vous-même, vous avez joué un rôle aussi à la Cinémathèque. Expliquez-moi comment Rouch s'est emparé un peu de la Cinémathèque. Comment est-ce qu'il a obtenu cette nomination? Parce qu'il a toujours été un peu en marge des institutions. Et là, pan, le voilà dans l'institution. Oui. Rouch, il y a d'abord la rencontre de Langlois en 1937. Quand Langlois a créé la Cinémathèque avec Franju et Mitry. Et il disait qu'il avait été formé au cinéma à la Cinémathèque, avenue de Messine, puis à Normal Sup, et qui rencontrait là l'intelligentsia de l'entre-deux-guerres. Ensuite, il disait que pour lui, la découverte, ça avait été que le cinéma, ça se conserve. Enfin, qu'il est important que les films soient conservés. Et, j'allais dire, enfin, il y a eu, du fait de la part de Rouch et d'Anatole Dauman surtout, une grande critique de l'institutionnalisation de la Cinémathèque française dans les années 85, 86, 87, où on fêtait donc son cinquantenaire. Et il y avait toujours la volonté de maintenir une cinémathèque franc-tireuse comme celle qu'elle a été au Musée de l'Homme aussi pendant la guerre même, en 1941, pendant la Résistance, où Langlois présentait au loin une voile de Lego de Chine, qui était la révolte des marins de la mer Noire, et où il disait aux jeunes qui étaient là, apprenez de ce film la nécessité de se révolter et de résister. Et quand
Rouge, Dauman et quelques-uns de la Cinémathèque, ce qu'on peut appeler la vieille garde, se sont imaginés peut-être que le ministère de la Culture allait prendre une grande emprise. Bon, c'est-à-dire surtout Anatole Dauman, hein, ce qui n'enlève rien à sa qualité de producteur, ont, je pense, attisé la crise de la Cinémathèque, qui a valu le départ de Costa Gavras, qui est revenu depuis comme président, et de Bernard Latarger. Et à ce moment-là, le conseil d'administration de la Cinémathèque, avec Anatole Dauman, Pierre Braunberger, Patrick Brion, Eisenschitz et Arnold, en gros, hein, ont dit, eh ben, il faut relégitimer la Cinémathèque, la resituer dans son histoire, la relier à l'anglois, et il n'y a que Rouge pour faire ça. En gros. Rouge n'était pas véritablement subversif. Ah non, il n'était pas subversif. Donc c'était et il avait un rapport à l'institution qui peut être interrogé. Donc voilà, je crois que c'était. Qu'est-ce que tu veux dire par là, hein? Qu'il était financé par l'institution. Oui, aussi, je pense qu'il a souhaité avoir une reconnaissance et qui lui permettait d'avoir plus de moyens pour filmer, ce qui est tout à fait légitime et qui n'est pas critiquable en soi. Oui. Mais surtout, il disait, la Cinémathèque, c'était pour le cinquantenaire. Il y a eu énormément de manifestations, donc on a beaucoup diffusé, mais les films se détériorent. Donc, tu allé voir Lang, il a obtenu, avec le CNC aussi, ce fameux plan de sauvetage des films en 87, en disant il n'y a pas de cinéma sans mémoire. Un réalisateur, ça se fait en voyant des films. Et le service qu'on peut rendre aux générations futures, c'est de leur montrer les films. Mais c'était un filou, hein, en même temps, Rouge. Alors, il y a un film, quand même, qui dit Rouge plus que tous les autres. Quand quelqu'un est interrogé sur quel film de Rouge connaissez-vous, tout le monde dit Moins noir. Je voudrais qu'on dise un mot sur Moins noir, parce que c'est un film un peu particulier, quand même. C'est un noir, donc, le portrait d'un groupe d'adolescents africains de Trècheville, faubourg d'Abidjan, leur vie quotidienne, leur week-end. Et en fait, ils sont manœuvres, ils sont journaliers, ils sont dockers. Et leur loisir dans la vie urbaine, à travers les mythologies du cinéma, justement, donc le patrimoine qui est utilisé, mais le patrimoine en consommation populaire, et tel qu'il était distribué en Afrique coloniale, ce qui n'est pas rien. Et eux, ils se surnomment Eddie Constantine, ils se surnomment Edward G. Robinson, Tarzan, Dorothy Lamour, etc. Et en fait, l'acteur qui joue Moins noir, c'est-à-dire Oumar Ouganda, qui va devenir un grand réalisateur, a eu un peu l'impression que c'était ambigu, ce cinéma-là. Et pourtant, c'est le film qu'on cite quand on cite les films de Rouch. Laurent Roth. Et ce qu'il ne faut pas oublier concernant ce film, ça fait toujours partie des ambiguïtés réalistes de Jean Rouch, c'est qu'il y a quand même un procédé dans le film qui est totalement irréaliste, c'est que le son n'est pas synchrone. On parle toujours de cinéma vérité à propos de Jean Rouch. Or, il a fallu attendre une trentaine de films avant qu'il puisse maîtriser la technique du son synchrone, qui a été une révolution en documentaire. Et il n'en a que faire. Il a tout à fait inventé une poétique liée au fait d'avoir un son enregistré soit avant, soit après. Là, en l'occurrence, il s'agit de post-synchronisation, donc d'un son enregistré sur les corps en mouvement en studio. Et donc le personnage s'apparente à une sorte de coryphée de lui-même, comme une sorte de masque de théâtre grec, projetant sa voix, autant ses pensées intérieures que des adresses au public, qui est totalement irréaliste. Alors je pense qu'esthétiquement, déjà, ce trait peut choquer, parce que finalement on est poussé à faire quelque chose sur sa propre enveloppe corporelle qui est très peu réaliste et finalement assez peu crédible. Mais c'est là tout l'intérêt du film, me semble-t-il. C'est Deleuze qui avait cette très belle formule en parlant de ce cinéma dit direct ou dit vérité. Il dit « c'est l'homme pris en flagrant délit de légendé ». Voilà. Et donc le fait d'être pris en flagrant délit de légendé peut poser des problèmes aux protagonistes.
Alors ce film, est-ce que vous pensez que c'est celui qui doit rester de Jean Rouch? Parce que, bon, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils doivent voir comme film de Jean Rouch? Alors vous allez dire tous les films, mais qu'est-ce qu'il faut choisir? Non, alors tous les films, quand j'étais étudiant en cinéma, Jean Rouch avait fait 100 films. Après, dans les années 2000, on disait qu'il en avait fait 120, puis en 2008, on a dit 140. Là, il y en avait près de 200, 180 voilà, restaurés par le Centre national du cinéma, Béatrice de Past ayant fait un travail magnifique. Alors maintenant, on a à notre disposition tout le corpus. Je vous laisse tirer le premier. Qu'est-ce que vous gardez, 3 vous, titres. Allez. Leclerc. Les Maîtres Fous, Moi Noir et Chronique d'un été. Très bien. Je vais continuer. Jaguar, La pyramide humaine. Et j'aime beaucoup un film moins connu. Bon, j'ai cité Gare du Nord. Les Veuves de 15 ans. Ah oui. Tourné sur les filles de la très grande bourgeoisie parisienne, sur le désenchantement amoureux. C'est un film qui décrit les femmes modernes avec une méticulosité, alors pour le coup aussi entomologique, mais qui est extrêmement contemporaine. J'adore ce film. Oui, c'est vrai que c'est un film qui était destiné à une série. Un film à sketch. Hein. Il y avait Teshigahara, il y avait Michel Brault, le Canadien, il y avait un Italien. Donc tous les quatre devaient réaliser un film sur des adolescentes. Et Rouch a eu du mal. Il a dit qu'il a eu du mal avec les contraintes techniques. Et on voit ce milieu du 16e arrondissement parisien vide. Et il dit, j'ai voulu montrer la vacuité de la jeunesse adolescente parisienne riche des années 60. Voilà. Avec ce très beau texte de Baudelaire qui dit à un moment donné, dans Mon cœur mis à nu, où la femme est horrible parce que la femme est naturelle, et la jeune Marie-France qui lit ça dans son salon cossu du 16e, a ce geste transgressif magnifique qui annonce déjà mai 68, où elle lance de la musique rock et elle se grime comme dans un tatouage africain, elle se sépare le visage en deux. Et j'aimerais qu'on retienne cette image de Jean Rouch parce que c'est tout son pouvoir de transgression finalement. Ouais, on est très loin du réel. Mais parce que le masque fait partie du réel, voilà. Arrêtons d'avoir cette idée cartésienne d'un réel où l'imaginaire n'en fait pas partie. Nous avons le droit d'intégrer nos fictions personnelles dans le réel. C'est tout le legs de Jean Rouch. Donc le réel est inatteignable. En tout cas, le réel est une transgression. Si on peut l'atteindre, mais il faut accepter de transgresser au sens étymologique, passer de l'autre côté. La chasse au lion, traverser le périphérique, faire une expérience. Pourquoi est-ce que, au fond, la télévision française ne projette pas ces films de Rouch? Parce que, bon, vous en avez cité beaucoup, et l'un et l'autre, et en fait, on se dit, on a l'occasion rare de voir tel ou tel de ces films, mais très rare. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y aurait des institutions qui devraient pousser à ce qu'une ou l'autre chaîne de télévision rediffuse les films de Rouch? Sûrement, on pourrait. Et pourquoi ça ne se fait pas? Les gens croient que c'est ennuyeux. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Les programmateurs, qu'est-ce qu'ils pensent? On est dans une époque où la honte idéologique sur ce qu'on est toute puissante. C'est-à-dire que ce que propose Rouch est totalement scandaleux. Aller filmer des Noirs comme si c'était les nôtres et vice-versa, les Noirs qui viennent nous filmer comme si on était des étrangers, puis refilmer la tribu parisienne, ça reste totalement scandaleux. On est même maintenant dans une sorte d'ethnicisme sociologique terrible, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de parler si on n'en est pas. Vous savez ça très bien, Antoine, dans le journalisme on souffre aussi beaucoup. Donc cette assignation à nos places, à nos résidence, pèse très très lourd dans la société. Je pense que c'est une des raisons. On a une vision du réel qui est extrêmement paresseuse. Vous avez raison, parce que hier soir passait à la Cinémathèque française La chasse au lion à l'arc, avec le petit film qui a suivi, c'est-à-dire le lion l'américain. Il y avait quand même 70 personnes, plutôt jeunes. Donc il y a une appétence. Alors peut-être qu'on peut profiter de votre émission Mais ce qui est frappant, c'est que ce sont toujours les mêmes films qu'on revoit. C'est-à-dire La chasse au lion à l'arc, Moi Noir, Les Maîtres Fous. Bon, d'accord, ça c'est les films vraiment les plus connus. Mais si vous voulez, au fond, il y a beaucoup de films que vous avez cités et qu'on ne voit plus. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez ce qu'il faudrait faire pour que ces films se revoient. Il faut commencer par les montrer comme l'a fait
la BNF dans un cadre plus restreint, et puis ensuite continuer à en parler. Ça passe quand même beaucoup, et ce serait pour finir d'ailleurs, aussi par la pédagogie. Rouch a été un pédagogue extraordinaire, on l'a rappelé, mais il faudrait mentionner qu'il a créé le grec en 69 pour aider à faire des films d'essai, les ateliers Varan, on en a parlé, la cinémathèque, bien sûr, le comité du film ethnographique, les écrans de la liberté, le DEA de Paris 10, qui a été un des premiers. Donc, ces séminaires aux États-Unis, parce et au Mexique, il a beaucoup, quand même... Le goût des téléspectateurs, il se forme d'abord dans des chapelles plus restreintes que sont les écoles, les universités, et c'est cette génération qui monte qui va continuer à entretenir la flamme. Et vous avez l'espoir que la flamme soit vraiment entretenue? Moi, je pense qu'il n'y a pas du tout de souci à se faire dans la mesure où on n'a pas parlé des héritiers, mais tout ce que je vois d'intéressant se faire en documentaire. Je peux prendre 3 exemples de films que j'ai vus récemment. Par exemple, Nous, Princesse de Clèves de Régis Sauder, ou même Entre les murs de Laurent Cantet, qui avait eu la Palme d'Or, pour prendre un film que peut-être les gens ont plus vu, qui sont des films participatifs avec des collégiens, tiennent à l'évidence des méthodes de Jean Rouch, tout comme Rêve dansant, avec ces adolescents qui dansent chez Pina Bausch. On a plein d'exemples de films, en fait, qui sont dans l'affiliation, mais qui ne le savent même pas. Le documentaire se nourrit de Rouch. Le documentaire et la fiction, puisque... Dionysos, qui est un film moins connu, ou bien Enigma, ce qu'il a tourné à Turin en pensant qu'un faussaire avait continué tel tableau de Quirico. Hein. Il y a Madame Lo. Madame Lo, c'est Moulin que Rouch a fait réaliser pour être monté au Niger pour tenter de résoudre la crise de la sécheresse. Moulin qu'il est allé... cherché en Hollande. Hein. Tout ça pourrait être montré et n'est pas montré. Il y a aussi tout le Rouch non africain, ce qu'il a tourné en Iran, ce qu'il a tourné ailleurs aussi, hein, qu'il faudrait montrer. Mais la question d'Antoine interroge la problématique de la popularité. Enfin, est-ce que ce cinéma de Rouch est un cinéma populaire, au sens noble? Parce que quand vous parlez du public ou quand vous parlez des institutions qu'il a créées, ce ne sont quand même pas des institutions que tout le monde connaît. Nous les connaissons parce que nous faisons partie du Sérail. C'est sûr qu'il y a une limite, je pense, et c'est ce que disait Douchet de Rouch. C'est un cinéma intelligent, c'est un cinéma participatif. C'est pas contradictoire. Et c'est un cinéma populaire. C'est-à-dire que c'est un cinéma quand même qui n'obéit pas au principe de non-contradiction. C'est un cinéma dialectique. Donc on sait bien que le cinéma de divertissement, d'entertainment, est lié quand même au fait qu'on a un sens global qui est, qu'on peut percevoir dans une forme de simplicité. Les films de Rouch, derrière leur apparente simplicité, quand ce sont par exemple des films ethnographiques, sont très dérangeants. Et je pense que ça implique d'avoir c'est très dérangeant parce qu'on se demande, un statut d'adulte. C'est très dérangeant parce qu'on se demande pourquoi ils tournent ça et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc ça vous invite inévitablement à penser, à essayer de vous poser des questions. Vous savez, la chasse au lion, on y égorge plusieurs bestioles sous la caméra. Il est souvent pudique qu'il y a parfois une ellipse, mais parfois pas. Et puis ces lions meurent en direct sous nos yeux. La télévision ne pourrait absolument plus le supporter. Non. Le cinéma, c'est un art de la cruauté, disait Bazin, et Rouch a bien honoré cette formule. Merci à tous les deux. Je voudrais, au terme de cette émission, donc, conseiller à tous nos spectateurs de voir les films de Jean Rouch, chaque fois qu'ils sont programmés, à la cinémathèque, dans des institutions, de courir les voir. Il y a les DVD. Il y a les DVD. Il y a les DVD. Aux éditions Montparnasse. Oui, les éditions Montparnasse. En fait, elles ont tout publié, hein, je crois. Pas tout à fait. Non. Les grands films sont là. Oui. Il y a une dizaine de films. Oui. Voilà, et donc, allez voir du Rouch, ça vaut le coup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau tambour battant.